Le tout dernier chapitre du cours est consacré aux erreurs de mesure. L'erreur, c'est l'écart qui existe entre un score vrai et la mesure qu'on fait à travers notre traitement expérimental. On peut faire deux types d'erreurs de mesure. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'erreur systématique. C'est une erreur qui est constante pour toutes les observations. On peut imaginer, par exemple, toute une série de personnes qui se pèsent sur une balance qui s'avère être défectueuse. On peut aussi imaginer qu'un professeur ait conçu un examen à 4 questions, chaque question valant 25% des points, et qu'on se rend compte qu'au moment de la passation de l'examen, on a oublié d'imprimer une des 4 questions. Nécessairement, tous les étudiants vont perdre 25% des points. C'est ce qu'on appelle une erreur systématique puisqu'elle est la même pour tout le monde. On parlera aussi d'erreur systématique lorsque l'erreur ne s'observe pas sur toutes les observations, mais sur un pourcentage relativement important d'observations. Pour reprendre l'exemple de l'examen, imaginons que le professeur ait conçu 3 versions d'examen, version A, B et C, et que par malheur, il ait oublié d'imprimer une des questions pour seulement une des 3 versions. Ça fait que automatiquement, un tiers des étudiants, ceux ayant reçu cette version-là en particulier, vont perdre 25% des points. On parle d'erreur systématique puisque même si elle ne s'observe pas sur tous les participants, elle s'observe sur un nombre suffisamment important de participants pour qu'il soit inconcevable que cette erreur soit le fruit du hasard. On peut imaginer aussi un questionnaire constitué de toute une série d'items et que pour un item en particulier, on observe un nombre important de participants qui mettent un temps anormalement long à y répondre. Dans ce cas-là, à nouveau, puisque cela concerne beaucoup de personnes, il est difficilement concevable que cela soit le résultat du hasard. Lorsqu'il y a des erreurs systématiques, il est parfois possible de les corriger. Si on se rend compte qu'il y a une anomalie quelque part et qu'on a la possibilité d'aller vérifier où se trouve l'erreur, éventuellement on pourra la corriger. Pour reprendre l'exemple de la balance, si je me rends compte que ma balance défectueuse a tendance à rajouter 3 kg à tous les participants, eh bien il me suffira à ce moment-là d'ôter 3 kg au poids que j'ai obtenu via ma balance. L'autre type d'erreur est ce qu'on appelle l'erreur aléatoire. Il s'agit d'une erreur qui va différer d'une personne à l'autre. Imaginons par exemple que l'on chronomètre successivement une dizaine de personnes qui courent un 100 mètres. Le temps sera mesuré à travers le laps de temps entre le moment où on va déclencher le chronomètre et celui où on va l'arrêter. Or, tant au moment où on va le déclencher qu'au moment où on va l'arrêter, eh bien, il est possible d'observer des fluctuations qui soient dues au temps de réaction. Parfois, on va déclencher le chronomètre un tout petit peu trop tard, parfois un tout petit peu trop tôt. Ça peut être des variations de l'ordre de quelques millisecondes, mais qui vont faire que parfois on va un petit peu surévaluer et parfois un petit peu sous-évaluer le temps qu'une personne a mis à courir les 100 mètres. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur l'erreur aléatoire et plus spécifiquement, on va essayer de mettre en évidence ce qu'on appelle des outliers ou valeurs extrêmes, soit des valeurs qui sont beaucoup trop élevées ou beaucoup trop faibles pour sembler normales par rapport au reste de la distribution. Vous connaissez déjà certains outils pour mettre en évidence les outliers. Par exemple, il y a les boxplots qu'on utilise très régulièrement dans le cadre du cours. Si un point s'avère être au-delà de la moustache supérieure ou en dessous de la moustache inférieure, on le reconnaissait comme une valeur extrême. Il existe une autre technique qui est très classiquement utilisée et dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui consiste à écarter toutes les observations qui vont s'éloigner de plus de 3 écarts types de la moyenne. Cela revient à écarter toutes les observations pour lesquelles le score Z est supérieur à 3 en valeur absolue. L'inconvénient principal de cette méthode est qu'elle repose sur le calcul de la moyenne et de l'écart type, soit deux paramètres qui sont connus pour être fortement influencés par les valeurs extrêmes. On se retrouve donc dans la situation paradoxale où on va essayer de mettre en évidence des valeurs extrêmes en utilisant des outils qui sont eux-mêmes influencés par les valeurs extrêmes. La solution que l'on va proposer ici sera de remplacer la moyenne et l'écart type par deux autres paramètres qui ne sont pas influencés par les valeurs extrêmes. La moyenne va être remplacée par la médiane, soit un autre indicateur de tendance centrale que vous connaissez déjà. L'écart type étant un indicateur de dispersion, nous allons le remplacer par un autre indicateur de dispersion robuste et la solution que l'on va développer est la MAD dont je vais expliquer en détail le calcul dans quelques instants. Voici la manière dont on calcule la MAD. Ça a l'air compliqué vu comme ça, mais vous allez voir qu'en décomposant le calcul, ça ne l'est pas tant que ça. À titre d'illustration, voici une série constituée de 8 observations et nous allons calculer la médiane et la MAD en vue d'essayer de mettre en évidence des valeurs extrêmes dans cette série. Je vais d'abord vous expliquer comment faire le calcul manuellement afin que vous compreniez bien le principe et ensuite je vous montrerai comment obtenir la valeur de la MAD beaucoup plus rapidement en utilisant le logiciel Jamovi. Voici la formule que je vous ai montrée il y a quelques instants, et comme annoncé, on va la décomposer.
On va commencer par ceci. MJ est la médiane de la série. La première chose à faire pour calculer la MAD est de calculer la médiane de la série. Et pour ce faire, je vous renvoie au cours d'ANAD 1 dans lequel on a expliqué en détail le calcul, mais je vais malgré tout brièvement le rappeler pour vous. La première chose est d'ordonner la série. On va trier les observations par ordre croissant. Après avoir trié les observations par ordre croissant, on attribue un rang à chaque observation. Ensuite, on va calculer le rang médian. Le rang médian, pour rappel, se calculait en faisant n plus 1 le tout divisé par 2. Il y a 8 observations. Le calcul à faire est donc 8 plus 1 égale 9, divisé par 2 égale 4,5. Je sais à présent que la médiane sera une valeur située entre les valeurs qui occupent les 4e et 5e rangs, soit les deux valeurs que voici, 6 et 8. Puisque la médiane va se trouver entre ces deux valeurs, je vais calculer la moyenne de ces deux valeurs pour déterminer que la médiane de la série vaut 7. On va aller un cran plus loin dans le calcul de la MAD. Cette fois, nous allons nous intéresser à toute cette partie entre parenthèses qui correspond aux écarts absolus de chaque observation par rapport à la médiane. Vous voyez ici que je calcule l'écart entre chaque observation et la médiane, qui valait 7 comme on vient de le déterminer, et ensuite je prends la valeur absolue de tous ces écarts, ce que l'on voit à la présence des barres verticales qui entourent la soustraction. Je repars de ma série proposée précédemment, à laquelle j'avais attribué chaque rang, et je vais à présent calculer l'écart absolu entre chaque observation et la médiane. Pour la première observation, valant 1, cela va donner 1 moins 7, ce qui vaut moins 6, et 6 en valeur absolue. La deuxième observation valait 3. Si je calcule 3 moins 7, j'obtiens une valeur de moins 4, et si je prends la valeur absolue de moins 4, cela me donne 4. Et je fais exactement la même chose pour toutes les observations de la série. L'étape suivante sera de calculer la médiane des écarts absolus de chaque valeur par rapport à la médiane de la série de départ. Je viens de calculer tous les écarts absolus par rapport à la médiane. Eh bien, cette nouvelle série, je vais en calculer la médiane. Et je vais m'y prendre exactement comme précédemment, c'est-à-dire que je vais commencer par trier les observations par ordre croissant, je vais attribuer un rang à chacune des observations, je vais calculer le rang médian, qui forcément sera toujours 4,5, puisqu'il y a toujours 8 observations, et je vais donc pouvoir en déduire que la médiane de cette série sera une valeur comprise entre 3 et 4, soit les deux valeurs qui occupent respectivement les 4e et 5e rangs. Je vais donc calculer la moyenne entre 3 et 4 et j'obtiens une valeur de 3,5. La dernière étape est de multiplier cette valeur de 3,5 par la constante 1.4826. La raison pour laquelle on multiplie 3,5 par cette constante est toute simple. On s'assure que la MAD et l'écart type aient une valeur identique dans le cas où les données sont extraites d'une population normale. C'est simplement donc pour une question de facilité d'interprétation de la valeur de la MAD qu'on fait cela. C'est ainsi qu'on détermine que la MAD vaut 1.4826 fois 3,5, soit 5.1891. Nous avons à présent le nécessaire pour déterminer quelles sont les observations qui s'éloignent de plus de 3 MAD de la médiane. Il suffit effectivement de remplacer la médiane par 7 et la MAD par 5.1891 dans le calcul. Je vais faire le calcul via Excel, par facilité, mais vous pouvez bien sûr utiliser une calculatrice pour le faire. Et je détermine que la borne inférieure de cet intervalle est égale à 7 moins 3 fois 5,1891, soit moins 8.5673. La borne supérieure est égale à 7 plus 3 fois 5,1891, ce qui donne 22.56. Je sais à présent que toute observation inférieure à moins 8.57 et toute observation supérieure à 22.57 sera jugée extrême. Dans ma série de départ, la seule observation qui sortait de cet intervalle était la dernière, celle qui valait 1000. Il s'agit donc de la seule valeur extrême de la série. Attention, il faudra parfois pouvoir faire preuve de bon sens lorsque vous reporterez les limites de votre intervalle de valeur G non extrême. Je n'ai rien spécifié au départ, mais imaginons que je vous dise à présent que mes observations ne peuvent pas prendre des valeurs négatives. Autrement dit, je vous dis que le domaine de définition de mes observations est tous les réels positifs. Dans ce cas-là, une valeur de moins 8.57 n'est pas possible. La solution dans ce contexte sera de ramener la borne inférieure
à la plus petite valeur du domaine de définition, à savoir à 0. Voyons à présent comment déterminer les valeurs de la médiane et de la MAD dans Jamovi. Pour ce faire, j'ai ouvert le fichier exemple MAD qui contient les données de la série pour laquelle on développe les calculs depuis tout à l'heure. Pour calculer la médiane, vous connaissez déjà la procédure. Je vais me rendre dans Analysis, Exploration, Descriptives. Je vais spécifier que je m'intéresse à la série. Et dans Statistics, je m'assure que la médiane soit bien cochée, ce qui est normalement le cas par défaut. Vous voyez qu'on trouve une valeur de 7, ce qui correspond bien à ce qu'on avait déterminé manuellement tout à l'heure. Il n'y a par contre pas la MAD ici parmi les statistiques possibles. Pour la calculer, on va devoir télécharger le package R. Normalement, vous l'avez déjà parmi vos différents packages disponibles dans la mesure où on l'a déjà utilisé dans les TP précédents. En ce qui me concerne, je viens de retélécharger une nouvelle version de Jamovi, c'est pourquoi elle n'apparaît plus. Je vais donc me rendre dans Module, Jamovi Library. Je vais chercher le module R qui est ici. Mais vous voyez, il suffit en fait de le mettre à jour. Vous pourriez avoir la même chose si vous téléchargez une nouvelle version de Jamovi sur votre ordinateur. Cela va me permettre d'ouvrir la console R dans laquelle je vais pouvoir entrer une ligne de code qui me donnera relativement rapidement la valeur de la MAD. Il existe une fonction qui s'appelle MAD. J'écris MAD et entre parenthèses, je vais spécifier l'argument de ma fonction. C'est un petit peu similaire à ce qu'on fait quand on utilise Excel, à part qu'il n'est pas nécessaire d'introduire égal avant la fonction. L'argument de ma fonction, c'est la série que je suis en train d'étudier. Comment est-ce que je vais faire appel à cette série? Eh bien, je vais commencer par introduire data, entre parenthèses, suivi du symbole $. Lorsque je fais cela, le programme va me proposer toutes les variables de la base de données. Ici, en l'occurrence, il n'y en a qu'une, et il s'agit de la colonne qui s'appelle série. Vous pouvez cliquer dessus, et automatiquement, le nom de la colonne va s'ajouter entre parenthèses. Je viens ici de dire au programme que je voulais calculer la MAD pour cette série d'observations. Je sélectionne la ligne que je viens d'introduire et je clique sur la flèche verte pour que la valeur de la MAD apparaisse dans la console. Vous voyez, elle est ici, 5.189. Une fois qu'on connaît les valeurs de la médiane et de la MAD, il suffit de réappliquer exactement le même calcul que ce qu'on a fait précédemment, de sorte à déterminer l'intervalle de valeurs jugé non extrême, et ensuite, en conséquence, de pouvoir déterminer quelles sont les valeurs qui sortent de cet intervalle, qui seront donc les valeurs extrêmes. Et voilà qui clôture cette dernière vidéo. Il me reste donc qu'à vous souhaiter bon courage et bonne chance pour l'examen. N'oubliez pas qu'on reste disponible, d'abord via les séances questions-réponses qui vont encore être organisées dans les semaines à venir, ainsi que via le forum.